Je voudrais articuler mes observations sur le système politique algérien, son fonctionnement aujourd'hui, c'est-à-dire le point auquel il est arrivé aujourd'hui, autour de trois observations. D'abord, pour bien poser les choses, voir comment on est arrivé à ce que ce soit le commandement militaire qui soit au centre du système politique, il faut faire un peu d'histoire. Ensuite, il faut voir dans un second temps comment ce système apparaît. Il est apparu d'abord dans le cadre d'un parti unique, puis ensuite il s'est transformé, tout en gardant l'essentiel, sous ce que j'appelle la démocratie de façade. Et puis, toujours sans doute dans ce cadre, il a évolué pour connaître la situation de crise que l'on reconnaît partout aujourd'hui en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de ce système politique. Alors, un peu d'histoire, donc d'abord, c'est que, comme vous savez, on peut remonter loin. Je ne remonterai pas, je ferai juste référence à cela pour qu'il y ait un fil. On peut remonter loin. L'idée qui a triomphé au congrès de la Soumam en 1956, dans le FLN de la guerre de libération, a vite été mise en minorité, un an et demi à peu près après, au CNRA, Congrès national de la Révolution algérienne au Caire, où Aben, qui prônait cette ligne, supériorité du politique sur le militaire, supériorité de l'intérieur sur le militaire, avec toutes les complications éventuelles d'explication que cela veut dire, mais on ne va pas revenir sur ça, ça fait partie un peu de l'histoire, même si ça peut constituer un fil conducteur pour comprendre l'évolution du système politique en Algérie. Eh bien, cette ligne-là a été mise en minorité, Aben lui-même a été mis en minorité, avant, un an à peu près plus tard, ou même moins, d'être carrément éliminé, assassiné. Par la suite, le militaire, dans la LN-FLN, a triomphé. C'est le groupe de colonels qui décidait, sans informer le GPRA, des lignes qui doivent être suivies comme politique de l'organisation de libération dans son ensemble. Peu à peu, ils ont constitué quelque chose qui allait mettre fin à la suprématie des colonels issus des wilayas. C'est le comité extérieur, l'état-major, je n'arrivais pas à dire le nom, l'état-major général, sous l'égide peu à peu, surtout de Boumedienne, qui a triomphé, qui est rentré en Algérie par la force et a mis fin aux contestations de quelques wilayas et a intronisé, après l'avoir contacté avant même d'entrer en Algérie, après l'avoir contacté en prison à la santé, Ben Bella, qui a accepté de marcher avec l'état-major général conduit par Boumedienne. C'est donc d'emblée le commandement militaire issu d'un des aspects d'une branche du commandement militaire issu de la LN-FLN qui a triomphé, qui a mis en place l'embryon de pouvoir, y compris la création du bureau politique du FLN ou son intronisation dans la version Ben Bella, Khider, avec le commandement militaire qui échoua à surtout Boumedienne. On sait par la suite le rôle de ce commandement militaire, puisque par la suite il élimine le Ben Bella et prend carrément sa place en mettant en place un organisme qui était déjà un organisme de façade, le Conseil de la Révolution. Autrement dit, à partir de là, les choses n'ont fait qu'évoluer en faveur de l'hégémonie dans le système politique du commandement militaire, même si l'hégémonie, ou ce que moi j'appelle l'emprise du commandement militaire sur le système politique, l'emprise laissant la marge des interstices à la possibilité d'intervention autre, même si l'emprise reste celle du commandement militaire.
toutes les autres étapes ont soit montré cette hégémonie, soit l'ont confirmé. Ils l'ont confirmé, par exemple, en 1967, avec la tentative de Zbiri, où cela a été confirmé après les émeutes de 88, puis après le déclenchement consécutif à la victoire électorale du Front islamique du salut, avec tout ce qui s'est passé autour de 91, la démission forcée, c'est-à-dire le coup d'État contre Chedli, qui préconisait une cohabitation avec le fils victorieux sur le plan électoral, ou l'intronisation de Zerwal, de Boudiaf, de Kafi, de Zerwal, puis de Bouteflika, et depuis sont discontinués la réédition du choix par le commandement militaire de Bouteflika. Voilà donc pourquoi on peut véritablement parler, quelles que soient les évolutions de l'emprise du commandement militaire. Elle s'est faite d'abord avec le paravent du parti unique, elle s'est poursuivie d'une manière plus complexe avec le multipartisme, avec ce que l'on peut appeler le pluralisme contrôlé, mené sous l'aiguillon du commandement militaire, sous la direction du commandement militaire, lui-même informé par la sécurité militaire, qui reçoit plusieurs dénominations par la suite dans le cadre de réformes organisationnelles plus que de réformes de stratégie, de caractère profond du système qui reste donc constant. Autrement dit, il y a bien eu une évolution du système politique en Algérie, mais elle s'est faite toujours sous l'emprise du commandement militaire. Étant entendu, on le verra dans la discussion, ou à partir des hypothèses que moi j'aimais, je procède plus par hypothèse que par des affirmations, parce que, pour une raison simple, le système politique algérien est très opaque, et par conséquent, il est extrêmement difficile d'avoir exactement ce qui se passe à l'intérieur du système. Mais aujourd'hui, beaucoup plus clairement qu'il y a quelques années, tout le monde reconnaît l'emprise du commandement militaire, y compris au sein du système lui-même. Puisque, comme vous avez vu, les différents intervenants sur la scène politique au cours de ce qui s'est passé dans les 2 derniers mois, chacun reconnaît que la crise vient des problèmes que connaît l'attelage commandement militaire pour définir les stratégies et définir et mener les politiques du pays. Autrement dit, que ce soit, c'est le mot final de ce premier point, avant de voir en quoi consiste cette démocratie de façade, que ce soit sous l'emprise du parti unique ou sous l'emprise du pluralisme, nous avons une continuité dans le système, ce qui ne signifie pas absence d'évolution. Parce que pour passer du parti unique au commandement militaire, pour passer du Conseil de la Révolution à l'Assemblée nationale, de l'Assemblée nationale à création d'autres organismes, par exemple une espèce de Sénat, eh bien, cela peut aussi constituer des évolutions dans l'organisation du système, et cela indique des mouvements au sein des forces qui gouvernent, qu'il ne faut pas nécessairement sous-estimer en considérant que puisque c'est toujours le commandement militaire, alors il ne sert à rien de voir qu'est-ce qui se passe, que signifient ces évolutions. Parce que sinon cela se répercute sur les capacités éventuelles à organiser la lutte contre ce système, ces caractères profonds ou ces manifestations, notamment les violations, par exemple, des droits de l'homme, l'arbitraire, etc. Et puis, cela, si on ne voit pas précisément
tout le temps, cette ligne de fond, cette emprise du commandement militaire dans le système, quelles que soient les formules, eh bien, on peut se tromper en quelque sorte de proposition pour mettre fin ou pour lutter simplement contre le système politique. Vous voyez à quoi je peux faire allusion, on y reviendra. Faut-il faire appel à l'armée pour changer le système? Après avoir analysé le système comme mis en place par le commandement militaire sous diverses formules, alors il devient plus difficile de comprendre la place de l'argument consistant à appeler l'armée pour modifier un système sur lequel elle exerce son emprise. Le deuxième point qu'il faut bien expliciter aussi, c'est le passage à ce que j'appelle la démocratie de façade, et que je suis content de vous dire que de plus en plus on utilise l'idée de démocratie de façade, même si peut-être on ne l'utilise pas toujours comme je souhaiterais qu'on l'utilise. Comment d'abord est apparue la démocratie de façade? Comme vous savez, c'est après les manifestations d'octobre 88 que, à la veille d'un congrès du FLN, à la suite d'un discours du chef de l'État, alors Chedli Beljdid, des manifestations populaires, peu à peu, au départ très groupées, mais rapidement répandues sur l'ensemble du territoire, devenues avec une certaine consistance, même s'il ne faut pas exagérer cette consistance. J'ai visité pour ma part une quinzaine de barricades à Alger, autour d'Alger. Je n'y ai vu que des groupes sans revendications démocratiques, mais avec des revendications sur l'appareil du parti, sur la personne de Chedli, des choses de ce type-là. Eh bien, donc, des manifestations, disons, populaires, demandant la fin de telle ou telle hégémonie, de tel personnage du parti ou du chef de l'État. Donc une remise en cause de certains symboles du pouvoir. Par la suite, la présidence de la République a diffusé un communiqué sur toutes les pages de journaux, en très grand, indiquant qu'il faut transformer le FLN en véritable front dans lequel il y aurait des tendances. Puis très vite, cette position est dépassée, on reconnaît qu'il faut créer des associations politiques en guise de partis politiques. Et vite, une constitution est adoptée sans discussion avec personne. C'est important. Et pour cause, il n'y avait pas de parti politique capable de discuter. Le FFS qui existait était clandestin, le MDA de Ben Bella était clandestin, le PAX était clandestin. Le fils n'était pas encore né. Il allait naître. Il n'y avait que des associations de type caritatif qui n'ont pas été associées, même si on a eu une réunion connue avec Belhadj à la présidence, etc., avec un des chefs, Bassi Madani, les chefs du fils à la présidence. Mais ceci n'était qu'une tentative pour prendre langue avec des responsables religieux, et non pas des responsables d'un parti politique. La Constitution a donc été octroyée, ce qui veut dire qu'elle a été décidée au sein même du système. Alors aujourd'hui, pour comprendre le fait qu'il n'y a pas ce que l'on appelle un printemps arabe, on ne va pas discuter de cela, ce que l'on appelle un printemps arabe en Algérie, alors on dit c'est qu'il y a eu un printemps arabe, autrement dit, il y a eu un déboulonnage des institutions du pays, y compris de leur chef, puisque Chedli va bientôt partir, par exemple. Eh bien, puisqu'on intronise le multipartisme dans la Constitution de 1981, c'est donc, on reconnaît les libertés, on reconnaît, quelles sont les caractéristiques de cette démocratie que j'appellerais de façade, et je dirais pourquoi. Puisqu'on a institutionnalisé tout cela et qu'on l'a mis dans la Constitution, dans une loi fondamentale, séparation des pouvoirs, élection libre, reconnaissance des droits de l'homme, indépendance de la justice en tant que pouvoir constitutionnel, non plus simplement comme une fonction dans le cadre du parti unique, puisque chacun est libre de, moyennant peu de conditions, de créer des associations, des partis politiques et des syndicats,
c'est donc qu'on a désormais une constitution démocratique. Et au texte même, c'est vrai, parce que ce sont là, comme je viens de le dire, les éléments définissant un système démocratique de type libéral, pluraliste. La première chose donc qu'il faut dire sur cette constitution, puis on va voir sur sa mise en œuvre, son application, c'est qu'elle a été mise en place, contrairement à ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle le printemps arabe, qu'on a vu, elle a été mise en place uniquement par le système. C'est quelque chose qui est avéré. On ne peut pas étudier autrement la mise en place de la Constitution de 89 autrement que comme cela a été fait. C'est le système qui l'a mise en place. On peut se demander pourquoi, on peut y répondre, mais c'est le système qui l'a mise en place. Différence avec ce qui s'est passé en Égypte ou en Tunisie ou ailleurs. Là, en Égypte, en Tunisie et ailleurs, on a vu des forces peu à peu organisées qui ont fait pression sur l'armée, y compris en Égypte, pour que celle-ci bouge. Ceci, on doit l'avoir en vue, parce que nous aussi, on a un système dominé par l'armée, comme on l'a expliqué, par le commandement militaire. Et donc, alors que dans la situation de l'Algérie 88-89, il n'y a pas eu de pression sur l'armée durable avec une organisation pour l'amener à préconiser la constitution que je viens de décrire, de 89, en Égypte, en Tunisie, il y a eu des manifestations durables, peu à peu organisées, soit autour d'associations, soit autour de partis politiques jusque-là plus ou moins tolérés, ou, comme en Tunisie, avec des associations et surtout avec l'UGTT. Donc, ce sont des situations complètement différentes. Il est inexact, factuellement, de dire qu'en Algérie, il y a eu un printemps arabe. Il y a eu, par suite de quoi? Par suite du blocage du système, par suite des luttes au sein du système des luttes qui ont conduit à une manipulation au départ des manifestations de 88, manifestations qui, comme le dit le général Nzar lui-même dans un livre, ont dérapé, ont échappé à ceux qui les ont organisées et qui ont servi de prétexte, de base, d'argument, entre autres, au niveau des forces du système, d'articuler un changement qui élimine les forces que l'on ne désire plus et qui élargit la base de ceux qui l'ont emporté. C'est-à-dire, au départ, le courant autour de Chedli ou de la présidence de la République, qui lui-même, il ne faut pas l'oublier, est un militaire. Nous avons donc des points de départ complètement différents, des points d'appui tout à fait différents par rapport à ce qui s'est passé. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il y a eu un printemps arabe en Algérie avant l'heure qu'il n'y a pas aujourd'hui de printemps arabe en Algérie. Ce sont d'autres causes qu'il faut rechercher et vous voyez combien il est du coup important pour les luttes à venir de chercher à les organiser. Selon qu'on dit « Ah, il y a eu, c'est donc parce qu'on sait que ça aboutit mal qu'on ne vient pas ». C'est d'autres perspectives qu'il faut envisager et c'est important si on veut définir des stratégies de lutte pour l'avenir. Il faut connaître le système et son évolution. Cette ouverture, dans le cadre d'un pluralisme contrôlé, puisque le commandement militaire est toujours là, pendant longtemps on avait des difficultés à le voir. Puis, au sein du système, des personnages sortent du système, passent à une opposition pour diverses raisons, notamment parce qu'on ne leur fait plus appel, ou parce qu'ils sont trop en marge, ou plus parce qu'ils sont rejetés, pour diverses raisons, qui parlent et qui indiquent comment sont mises en place les institutions et comment sont appelés les responsables du pays. Il y en a plusieurs. Pendant longtemps, pour des universitaires qui cherchent à analyser le système, c'est extrêmement difficile. C'était mon cas. Il fallait rechercher une série de petites déclarations, les coller les unes aux autres pour arriver à avoir un argumentaire cohérent indiquant que c'est bien le commandement militaire qui est au centre du système et il est éclairé pour prendre ses décisions par la sécurité militaire
devenue DRS, c'est-à-dire par la police politique. Mais avec les déclarations et les écrits de ces anciens responsables, ça devient de plus en plus clair. Cela a commencé avec, je cite dans le désordre, avec Boudiaf. Quand on lui demande à la télévision qui vous a ramené au pouvoir, il répond ce sont les décideurs. Et dans le peuple, chacun savait que c'était donc le commandement militaire. Puis, Abdeslam, au moment où il devient chef du gouvernement, au cours des années 90, on lui pose la même question à la télévision, chacun a pu l'entendre, je l'ai entendu moi-même, il répond, si je vous dis que c'est Haroun était membre du comité d'État, du haut comité d'État, si je vous dis que c'est Haroun qui m'a appelé, vous n'allez pas me croire. Alors, évidemment, c'est le commandement militaire qui m'a appelé. Rosalie, plus tard, franchit un autre cap, l'ancien Premier ministre, Rosalie, il écrit, 2002 ou 2003 déjà, dans le Khabar Hebdo, tel personnage, Premier ministre, Chedli, etc., il cite tous les grands responsables, c'est évidemment l'armée qui nous a appelés au pouvoir, qui a procédé à nos nominations. Donc c'est devenu plus clair. Et puis, dernièrement, chacun a vu que non seulement c'est le commandement militaire, comme ça dans le vague, mais qu'au sein du commandement militaire, il y a une branche qui s'appelle le DRS, qui est, comme je dis moi, l'œil qui surveille, donc qui informe, et l'aiguillon, c'est-à-dire qui indique des directions politiques en ce qui concerne le fonctionnement du système. Selon les phases, ce système de démocratie de façade ouvre ou n'ouvre pas l'espace politique pour l'action politique. L'ouverture reste donc toujours contrôlée. Autrement dit, même sous la période la plus faste de cette ouverture contrôlée, c'est-à-dire la période dite des réformes, menée par le chef du gouvernement Mouloud Hamrouche, le contrôle reste là. Si vous demandez à Hamrouche, physiquement, j'entends, est-ce qu'il a obtenu la dissolution de la police politique, il répond clairement non. Est-ce qu'il a commencé à lutter contre la corruption? Il répond clairement non. Mais il a ouvert un certain nombre d'interstices. Il a commencé d'ailleurs un peu sur le plan économique avec la loi sur la monnaie et le crédit, sans arriver jusqu'à la phase de lutter contre la corruption. Plus tard, quand Boudiaf va tenter, il n'a rien fait, mais il a commencé à parler dans ce domaine-là. Chacun connaît le sort qui lui a été réservé. Donc, il en résulte, compte tenu de l'existence de cette police politique comme organe d'information, de clarification, de direction, définition des stratégies pour ce système politique, que la Constitution, où n'est pas du tout mentionné le rôle d'un tel organisme, est nécessairement une façade. On ne peut pas à la fois, c'est à la fois un principe universel et une question de simple logique. On ne peut pas à la fois avoir comme organisme politique national fort, sans doute l'organisme politique le plus fort en Algérie, une organisation occulte, c'est-à-dire ignorée par la Constitution, et en même temps une Constitution qui s'applique. Puisque l'organisme principal de direction des affaires politiques, de définition des stratégies, au service du commandement militaire. C'est sans doute une précision qui me sépare de certaines analyses, parfois en cours. Puisqu'on a un tel système occulte, alors il n'est pas possible d'avoir l'application du principe de la séparation du pouvoir, basé lui-même sur des élections libres, avec une organisation d'un pouvoir judiciaire. Je dis bien un pouvoir et non pas une fonction. Un pouvoir judiciaire, c'est-à-dire d'un pouvoir indépendant. Dans un système autoritaire, ayant aussi une police politique, il est vital que la justice soit à l'ordre du système lui-même, soit une partie prenante et une partie prise dans le système politique. Et donc, il faut bien voir
sur quoi il faut, pour passer de cette démocratie qu'on avance dans la Constitution, mais dont on comprend maintenant qu'elle ne peut être qu'une façade, alors il faut bien voir dans les luttes à venir et dans les projets de transformation du système ce sur quoi il faut frapper. Autrement dit, la première condition d'une transformation véritable du système, même si elle n'est pas de fond en comble, compte tenu des rapports de force, parce qu'un système politique, il ne se transforme pas sur la base de nos vœux, simplement. Il se transforme en liaison avec les rapports de force que les défenseurs du système présentent et que ses adversaires avancent. Et non pas simplement en définissant sur le papier des revendications. Il faut que tout cela soit articulé. La première de ces conditions, c'est la revendication, par conséquent, de la dissolution de la police politique. Alors, ça, c'est à la limite, c'est évidemment à la fois un projet, une revendication, quelque chose qui peut être comme un étendard. Si c'est bien expliqué, on comprend bien pourquoi, parce que sinon, ça ne sert à rien. Je peux vous faire 1000 réformes de la Constitution, mais je peux ajouter une liste des droits de l'homme qu'il faut garantir. Je peux ajouter une liste d'emprisonnement, des peines de prison pour ceux qui les violent dans la Constitution. Je peux organiser une séparation du pouvoir très forte. Je peux dire des choses et des choses sur l'indépendance de la justice. Mais si je garde la police politique, alors tout cela devient de la façade. C'est pour la consommation un peu locale et beaucoup extérieure. Et donc, ça ne transforme pas les rapports de force, même si le juriste que je suis peut penser que c'est toujours utile d'inscrire des choses dans les textes de loi parce que dans des combats ponctuels, on peut s'en servir pour la défense de tel ou tel intérêt ou de tel ou tel droit des personnes ou des groupes. Donc, ça peut être utile, mais ce n'est pas décisif et ça ne transforme pas le système politique. Il faut évidemment ensuite enlever, avec cette dissolution de la police politique, parce que les choses vont ensemble, ce n'est pas des compartiments étanches, évidemment, et toutes ces luttes sont liées. Il faut évidemment mettre l'accent sur un instrument qui est très important dans l'organisation ou la généralisation de l'arbitraire, c'est évidemment l'indépendance de la justice. Mais il ne suffit pas de la revendiquer. Il y a différentes mesures qui doivent accompagner ces revendications. Le crédit, la crédibilité de ces revendications. Les gouvernements, ils sont toujours pour l'indépendance de la justice. Il n'y a pas de pouvoir politique qui indique qu'il a sous son emprise la justice et que c'est lui qui forme les décisions judiciaires. Ça n'existe pas. De la même manière qu'aujourd'hui, même les États les plus autoritaires disent qu'ils sont démocratiques. Donc il faut mettre des mesures concrètes sur le terrain visant des catégories professionnelles, sociales, économiques, des intérêts financiers. Cela doit accompagner toutes ces différentes luttes, leur crédibilité, la mise en route de mesures capables de lancer un processus. Et je dis bien un processus, c'est-à-dire que ça ne se fait pas en un jour. Tout autour de ce processus, il s'agit de la lutte de force. Et on comprend que il y a en effet, en plus, une évolution dans le système. C'est qu'il ne s'agit pas seulement du commandement militaire vu comme ça, d'une manière, j'allais dire, sèche. Il ne s'agit pas seulement de quelques personnages emblématiques qu'on voit. Il y a aussi une transformation, une évolution du système, bien que ça reste sous l'égide du commandement militaire et toujours avec la police politique. Il y a aussi une évolution qui est l'entrée du monde des affaires dans le système politique. C'est que le système politique a 50 ans et plus.
c'est que le système politique a autour de lui des intérêts économiques qui allaient faire une affaire en Algérie sans accointance, entre guillemets, avec des gens qui ont une place, un rôle de décision, un pouvoir dans le système politique. Les affaires ne fleurissent qu'à l'ombre du système politique. Voyez toute la publicité qui a été donnée à la prise de position du patronat algérien à l'égard de tel ou tel candidat. Après avoir tournoyé ici et là, ils ont finalement adopté, appuyé le candidat qui est sorti comme le candidat dit du système. Autrement dit, continuons toujours la tradition qui est que on copte les pièces maîtresses qui font fonctionner le système. Que s'est-il passé alors pour que ici ou là apparaît l'idée que ce système est de nouveau bloqué? Il est apparu comme bloqué en 81, en 65, en 88, 89, un peu en 67, beaucoup moins sans doute, puis en 92, et puis aujourd'hui encore, on le voit. Eh bien, les éléments que je viens de donner permettent d'avancer, non pas des solutions, des idées qui font que les idées des autres ne comptent plus, mais au moins quelques hypothèses ou une hypothèse plus cohérente ou relativement cohérente. C'est que, surtout à partir du moment où les affaires sont rentrées dans le système, ont pris une place de plus en plus forte, témoin les problèmes de corruption, qui ne sont pas seulement une réalité que l'on voit, mais qui indiquent aussi des luttes au sein du système. Par suite du développement des affaires, de l'emprise en quelque sorte aussi des affaires dans le système, c'est le DRS lui-même qui attaque d'autres clans en mettant en avant des problèmes de corruption. Mais de nouveau, ces luttes n'atterrissent pas au niveau de l'appareil judiciaire, ou n'atterrissent que camouflées au niveau, avec des blocages de différents courants au sein du système judiciaire. Lui alors placé sous l'effet de courants très contradictoires au sein du système. On sait déjà que les luttes au sein du système n'ont jamais cessé. Vous avez vu comment j'explique la Constitution de 89. C'est l'élimination d'un courant au sein du système et une place plus large à un autre courant au sein du système qui tente d'élargir sa base par le biais de cette ouverture contrôlée. Eh bien, par la suite, si vous cooptez un chef de l'État à partir du commandement militaire tel que celui qu'ils ont coopté, c'est-à-dire l'actuel chef de l'État, alors s'il a de l'intelligence, et je pense qu'il en a, s'il a de l'expérience, chacun reconnaît qu'il en a, si en plus vous lui donnez la durée en tant que pièce maîtresse du système, et le président de la République dans ce système est une pièce maîtresse du système, et non pas un trois-quarts président comme il dirait lui-même, parce que ce système, dès lors qu'il le désigne, le reconnaît avec des capacités d'arbitrage, et pour bien jouer son rôle, il faut qu'il joue son rôle d'arbitre, donc il y a des aspects de complexité qu'il faut voir dans ce système. Eh bien, si vous placez un tel chef d'État, il prend goût au pouvoir, il a des capacités à son tour de manipulation, et chacun a bien vu combien était aigu le différend entre le département politique de l'armée et le chef d'état-major, et combien le chef de l'État aujourd'hui a su en jouer. Autrement dit, cela a atteint un point tel que ces
désormais devenus publics. Voilà donc des problèmes qui, auparavant, étaient inconnus sur la scène publique. Quiconque aborde l'existence de la police politique, on l'a dit tout à l'heure, dans la presse, et pouvait ça arrive des fois par petites bribes comme ça, mais avec des risques, eh bien maintenant c'est devenu un débat public. Chacun avance par généraux à la retraite interposés ou par telle ou telle autre voie les problèmes que connaît le commandement militaire. Sans doute aujourd'hui, ce commandement militaire, dans sa phase actuelle, avec ses difficultés, arrive à trouver des compromis. Jusque-là, moi je l'ai écrit, mais je le dis depuis très longtemps aussi, le commandement militaire, malgré les crises, est toujours arrivé en Algérie à trouver des compromis, soit par le choix de personnes, soit par quelques réformes, comme celle relative, par exemple, à la démocratie de façade de 88 et aux choix successifs des responsables. Sans doute, le compromis actuel, qui s'est soldé par la réélection du chef de l'État, peut durer. Personne aujourd'hui, personnellement je pense, y compris ceux qui sont au niveau le plus élevé du système, ne peuvent dire combien en réalité ce compromis va durer. Autrement dit, aujourd'hui, si on tire une leçon un peu plus en hauteur, un peu distanciée de cette situation, au-delà des personnes, au-delà du compromis qu'on va trouver, le blocage continue sous d'autres formes. Quand on trouve des compromis, si le compromis est fragile, alors le problème n'est pas réglé. Avant, quand on désigne par le compromis, par exemple, le choix de Chedli comme chef de l'État, ça dure plusieurs années et on n'entend rien au niveau de la houle, au niveau des vagues au sein du système. Par la suite, quand on désigne un autre, la période de consensus, entre guillemets, au sein du système, ça me nuise. On arrive à 1999, le choix de l'actuel chef de l'État. Le consensus n'a duré que quelques mois. Puis par la suite, de nouveau, chaque fois, des problèmes à l'intérieur ressurgissent. Autrement dit, les consensus successifs, les compromis successifs trouvés au sein du système, même lorsqu'ils durent, et apparemment l'actuel consensus dure puisqu'il est abouti au renouvellement du même chef de l'État. La réalité, c'est qu'il y a toujours un blocage qui fait que la stratégie du système n'est pas claire, qui fait que les politiques publiques ne sont pas claires, qui fait que la mobilisation des populations ne se fait plus, qui fait que des émeutes sont par milliers chaque année en Algérie. Le dernier recensement donne un peu plus de 10 000 émeutes dans le pays pour 2013. C'est énorme. Autrement dit, même si la contestation n'est pas nationale et politiquement organisée à l'échelle nationale, il y a un mécontentement qui se généralise et qu'on colmate à force de mesures limitées, ponctuelles, financières, plus que par la définition d'une stratégie et d'un dessein pour alimenter à la source des revendications des populations. C'est évidemment tout autre chose. Autrement dit, le système est bien au bord de la faillite, dans la mesure où il ne décide pas, comme on vient de le dire, dans la mesure où il a des stratégies de survie, plus que des stratégies d'organisation de l'avenir. Et évidemment, c'est un système qui est fragile. Il est fragile par rapport aux aspirations des populations qu'il ne représente pas ou qu'il ne peut plus dans ces conditions représenter. Il est fragile par rapport à la situation internationale aux frontières qui s'est compliquée avec les chutes de certaines formes d'autoritarisme aux alentours. Il est fragile par rapport à la scène internationale qui a des demandes à formuler à son égard. Il est fragile pour négocier l'emploi de la rente pétrolière
relativement aux investissements étrangers sur le territoire national. Il est donc fragile à tout point de vue. Même si, en même temps, il peut, parce qu'il survit, parce qu'ils arrivent à un compromis, parce qu'il y a des moyens financiers importants, il peut distribuer la rente, il peut minimiser les échecs, il peut offrir des autoroutes, même si elles coûtent plus cher que tout ce qu'elles peuvent coûter ailleurs, même si cette gestion indique une faillite aussi sous sa forme, sous une certaine forme du système. Il peut mettre en place quelque chose qui va minimiser le contentement, une sorte de distribution de la rente. Mais qui parfois est utile, soit qu'elle augmente le salaire des travailleurs ou de spécialistes, même si ce faisant, il leur coupe leurs revendications et leur capacité d'organisation en matière de revendication nationale. Il crée des dispensaires. Il y a partout des écoles. Les villages des montagnes sont électrifiés. Ce n'est pas... Il faut analyser le système politique comme il est, lucidement, sans excès, sans rapidité excessive, c'est-à-dire comme un système bananier qui met tout dans sa poche. C'est pas vrai. C'est un système autoritaire qui parfois dérive sur l'arbitraire, qui est capable de vous écraser, qui peut mépriser les populations, comme il le fait en présentant un malade à la réélection et l'imposer. Oui, tout ça, c'est vrai, il faut le savoir, il faut utiliser. Mais en même temps, c'est un système qui sait redistribuer la rente. C'est un système qui sait trouver les compromis en son sein. C'est un système qui sait, c'est l'aspect le plus fort, c'est l'aspect par lequel je terminerai qui est le plus criminel dans l'action de ce système à l'égard des populations. C'est un système qui a divisé les populations. C'est un système qui introduit la peur de l'arrestation. C'est un système qui a constitué la population, l'espace population-temps, l'espace économique, l'espace de gestion du pays en parcelles. Il l'a divisé, rendant impossible, rendant illusoire, difficile la communication entre les différentes parcelles, c'est-à-dire entre vous et moi. Aujourd'hui, quelqu'un peut sortir et dire « mais faites attention à ce qu'il dit, il est manipulé ». Une association se crée. Par suite de cette activité criminelle de la police politique sur une longue période, depuis, j'allais dire toujours, depuis Boussouf, pratiquement, autrement dit, depuis le mouvement de libération nationale, cet aspect de division des gens, de contrôle occulte, cet aspect de pouvoir puissant par un organisme occulte, par un commandement qui n'apparaît pas dans la Constitution lui-même, rend aléatoire, difficile, problématique, un rassemblement des populations, une émergence de force au niveau national. Vous constituez un parti, ce n'est pas la faute des partis politiques, contrairement aux analyses parfois reçues qu'on voit dans la presse, s'ils sont divisés. C'est parce qu'il y a ce travail de sape fondamental, criminel, qui est que l'émergence de forces nouvelles est extrêmement difficile. Et du coup, ils ont en quelque sorte escamoté pour une longue période l'avenir pour les jeunes de se rassembler, de constituer une force de changement. Il faut avoir en vue ces aspects, pouvoir dépasser ces pièges, ces réalités aussi, ce n'est pas seulement des pièges en l'air, ces réalités qui sont celles mises en place par ce système politique sur une longue, trop longue période. Alors, dans ces conditions, que faire? C'est évidemment la question. Parfois, dans les conférences, on me dit « mais vous êtes noir ». Non, je ne suis pas noir, je suis lucide. Et il faut un minimum de lucidité pour pouvoir avancer ensuite sur des bases plus solides.
Alors on voit apparaître dans ces conditions un certain nombre de propositions qu'on peut vite résumer, qui sont des propositions, elles ne sont pas encore bien étayées, mais peut-être que, à la lumière de cette analyse et d'autres aussi, on peut essayer de voir clair. Il y a d'abord la proposition qui consiste à considérer que l'armée, le commandement militaire étant donc exerçant une emprise sur le système politique, ayant une réalité dans le paysage politique, dans le fonctionnement du pays, y compris ayant une réalité en liaison avec les affaires, avec le monde économique, d'une manière plus générale, exerçant une emprise sur la pièce maîtresse qu'il choisit, mais exerçant aussi du système, par le biais du président de la République et le choix du président, exerçant une emprise sur tout ce qui compte. On ne désigne pas le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le directeur de la Banque centrale, etc., sans un rapport circonstancié de la police politique en liaison avec le commandement militaire. Eh bien, une fois qu'on a ça, on dit, eh bien, la société civile est divisée, les partis politiques ont été pénétrés, esquintés, la situation est celle-là. Il faut donc faire appel à l'armée. Je ne jette évidemment pas la suspicion sur ceux qui appellent à l'armée. J'essaie juste de comprendre. Il y a des gens éminents qui considèrent que dans cette situation, il faut faire appel à l'armée. Alors, il y a différentes propositions autour de cet appel à l'armée. Cet appel indique d'abord l'impuissance de la société politique, armée, parti politique ou civil, association ou syndicale, à faire émerger. C'est une réalité. Si des gens même qui veulent le changement, je ne mets pas en question leur volonté d'obtenir un changement, leur lucidité par rapport à l'échec du système politique. Si des gens de valeur appellent à l'armée à intervenir pour organiser le changement, ça indique au moins donc cette impuissance. Le problème est que si mon hypothèse ou mon explication a quelque chose seulement de juste, alors il est possible que les changements que cette armée a supposé qu'elle le fasse uniquement par l'appel de quelques hommes politiques ou de quelques intellectuels, quelques valeureux qu'ils soient, à supposer que l'armée veuille le changement, il est logiquement possible de penser qu'elle va faire un changement du type de ce que l'on a connu jusque-là comme changement. C'est-à-dire, au mieux, une démocratie de façade du type de celle de 89, 90, 91. Voilà. Et l'histoire, ce n'est pas une vue de l'esprit, l'histoire récente de l'Algérie montre que ce type de changement ne répond pas aux aspirations des populations. Alors peut-être que ces populations n'ont pas encore la capacité de s'organiser pour obtenir leur changement. Mais l'intellectuel doit dire, celui qui veut réfléchir doit voir que ce type de changement, par l'armée elle-même, ne se fait pas comme ça. Comment l'armée a fait un changement? Elle l'a fait avec, en chassant Ben Bella, ou en choisissant Chedli, ou en appelant Boudiaf, ou en mettant la Constitution de 89, etc. Elle l'a fait sans trop consulter ailleurs. Est-il bien de sa nature, on ne peut pas ne pas s'interroger sur cela, est-il bien de sa nature d'organiser de vastes échanges avec des forces organisées, représentatives et légitimes pour revendiquer telle ou telle chose? Jusqu'à aujourd'hui, si l'on regarde le comportement du commandement militaire et du commandement politique en Algérie, les seules ouvertures pour discuter avec les autres qui ont été faites n'ont pas été faites pour pouvoir changer quelque chose au système. Elles ont été faites, par exemple, avec
sous l'égide de Zeroual, avec Keteb, l'ancien chef de la Wilaya 4, comme un des personnages qui conduit la discussion. C'était pour écouter, mais le projet était déjà fait. Haj al-Khdar. Non, pas Haj al-Khdar, le Keteb, l'ancien chef de la Wilaya 4, qui a été appelé pour mener ces discussions. Il y a eu une espèce de forum sous l'égide de Ghazali pour négocier avec tous les partis politiques, juste avant les élections de décembre 91. Mais ce n'était pas pour changer le système, c'était pour regrouper les gens sous l'égide du système. Autrement dit, ce système, il faut voir s'il est capable s'il y a des possibilités pour que l'armée organise elle-même le changement. Jusqu'à maintenant, on peut répondre non. Il y a, autrement dit, dans ce système, une capacité à négocier en son sein. Il n'y a pas de capacité à négocier avec l'extérieur. L'extérieur au sens de force politique nationale. Au contraire, il y a une capacité à pénétrer les forces politiques, syndicales, associatives, nationales pour interférer dans leur jeu ou pour limiter leur rayon d'action, l'orienter et le contrôler. Autrement dit, ces appels-là devraient s'ouvrir à plus de circonspection, à plus de distance, à plus de capacité d'analyse par rapport à la nature du système politique. Il y a aussi des propositions selon lesquelles il faut organiser une transition démocratique. Non pas avec le système, mais organiser une transition démocratique. Et même en l'absence de programme clair pour voir qu'est-ce que c'est cette transition démocratique, on voit bien que les forces qui y appellent ne pèsent pas suffisamment sur le terrain pour pouvoir imposer un contenu et une traduction dans les faits sur le terrain de cette transition démocratique. Je comprends bien qu'il s'agit d'implanter, de porter un projet démocratique, c'est-à-dire des élections libres, séparation des pouvoirs, droits de l'homme, etc. Tout ce qui est dans la Constitution de 89, qui est une constitution de type démocratique, quelles que soient les insuffisances aussi, mais qui n'a pas de traduction dans la réalité pour les raisons que j'ai longuement expliquées. En fait, avec cet appel-là, si on regarde ce qu'il porte, et c'est-à-dire des partis dits laïcs, mais des partis aussi dits réformistes islamistes, qui se sont détachés, qui ont considéré qu'ils sont autonomes tout en ayant des liens avec le système politique, tout en ayant parfois participé, parfois sur une longue durée, au gouvernement, sous l'égide du commandement militaire. On a peine à croire, dans ces conditions, que c'est autre chose que la démocratie de façade. Autrement dit, c'est une revendication de transition démocratique ainsi qualifiée pour faire revivre une démocratie de façade dans sa phase faste, c'est-à-dire dans la phase où on a créé des partis, où on a ouvert la voie à quelques syndicats autonomes, où il y avait quelques associations autonomes. On comprend dès lors pourquoi ces partis n'arrivent pas à mobiliser les masses. Aucun des partis. Que l'on retrouve parfois dans la Commission nationale pour la revendication démocratique de 2011. Vous avez vu, ils mobilisent au départ quelques centaines de personnes, puis une dizaine vers la fin de personnes. Autrement dit, quelque chose qui montre clairement que les populations n'arrivent pas à adhérer. Et non, les gens ne suivent pas. D'autant que il faut se souvenir de tout ce que j'ai
indiqué, de tout ce qui est connu maintenant sur l'existence et le rôle de la police politique et de son travail de partialisation de la société. Alors il y a aussi l'idée de travailler sur une longue durée pour un consensus. Le projet est vague. Le consensus rappelle quelque chose qui indique chez beaucoup, en tout cas qui indique chez moi, la pratique du consensus au sein du système. On a toujours avancé le candidat choisi par le système comme le candidat du consensus. On peut donner au consensus, même en droit international, je connais cela par cœur, le consensus recouvre diverses significations. Consensus peut être à la fois une manière de forger l'accord par la discussion sur une longue durée, par la tolérance de divers aspects de projets variés qu'on arrive à faire coexister pour avancer, mais il peut vouloir dire aussi, y compris sur le plan international, mais sur le plan interne aussi, il peut vouloir dire aussi qu'on édulcore les revendications, qu'on sort avec un projet informe et que l'on couvre les revendications, les aspirations réelles de la société, les conflits réels existants qui animent les luttes populaires pour leur donner un projet qu'on baptise consensus, mais auquel parfois les gens intéressés n'ont pas participé. C'est donc très vague, ça peut mener partout et cela demande des précisions. Le problème est que la situation est difficile, les forces sont fragiles, mal organisées, parfois pénétrées, la méfiance règne. Vous intronisez Barakat et le lendemain on vous dit elle est pénétrée. Vous parlez tel parti, tel syndicat, on vous dit ah oui mais ça y est, ils l'ont pénétré. Et donc la méfiance est en œuvre et empêche d'avancer. Alors dans ces conditions, évidemment, le travail est difficile. Il faut le reconnaître. Le travail est difficile. Cela ne signifie pas qu'il faut donc se reposer. Que puisque c'est difficile, on ne fait rien. Si on ne fait rien aujourd'hui, nos enfants, peut-être même nos petits-enfants, pour certains, vont connaître les mêmes difficultés. Alors il vaut mieux qu'aujourd'hui, celui qui peut écrire, écrit pour clarifier les conditions de la lutte, les caractères du système, ses atouts, ses défaillances. Celui qui peut travailler en association, il le fait, en sachant ce qu'il fait, en tentant de sauvegarder, même si c'est dans des conditions difficiles, son autonomie, en restant le plus proche possible, pour autant que cela peut se faire dans des conditions de sécurité viables, c'est-à-dire on n'incite personne à se suicider ou à se mettre dans la gueule du loup s'il ne peut pas, parce que parfois c'est dangereux, eh bien, il y a des possibilités, des marges, parfois étroites, d'action. Ça peut être à l'étranger, ça peut être sur le plan national, ça peut être dans la capitale ou dans les régions, mais il faut faire ce travail difficile. Il est malheureusement de longue haleine, c'est-à-dire que, évidemment, je serais heureux s'il y avait une recette, si j'avais un éclair de génie et dire, voilà, il suffit de faire ça. Non, il ne suffit pas de faire ça, c'est difficile, il faut travailler. Mais, ceci étant, cela ne signifie pas qu'il faut donc d'emblée être contre toute tentative qui ne vise pas une transformation qui, comme je le souhaite, est une transformation du rapport de force au sein de la société. C'est cela qui me paraît une ligne de force décisive. Il faut, comme cela s'est fait en Égypte, malheureusement pour peu de temps, compte tenu de la faiblesse de leurs forces, il faut imposer à l'armée un changement. L'armée ne bougera, peut-être d'ailleurs pour des projets qui ne rejoindront pas les aspirations des populations, mais l'armée ne bougera que si il y a un rapport de force qui l'emmène à bouger. Vous savez, sinon, ils continueront à trouver des consensus, des compromis en leur sein, sans
discussion avec les autres. Si par contre il y a dans la société du travail qui se fait peu à peu pour que change ce rapport de force, alors l'armée aussi bougera. Je ne sais pas évidemment dans quelle direction. On dira, dernier point, ah oui, mais il n'y a pas de leader pour mener cela. Les leaders, ils apparaissent au fur et à mesure que bougent et s'organisent les gens dans les campagnes, dans les villes, dans les villages. C'est cela qui... Je ne sais pas si c'est à partir d'émeutes. Visiblement aujourd'hui, elles sont impuissantes à propulser des directions à un niveau national. Mais je ne sais pas d'où cela viendra. Personne ne le sait aujourd'hui. Et ce travail doit être entamé, parfois continué, parce qu'il y en a qui travaillent à différents niveaux pour tenter d'arracher un changement. Alors, est-ce que des jeunes généraux, colonels, capitaines, ou tel changement autour d'anciens premiers ministres seront à l'origine de petits changements? Je ne sais pas. Il n'y a pas de réponses qui peuvent être données à ce sujet. Mais il y a nécessité de comprendre ce qui se passe sur la base, d'après moi, de ces lignes de force. Je vous remercie. Merci. Merci.